Bonjour et bienvenue dans cette émission du 18 octobre de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais revenir sur le harcèlement, la persécution même, il faut être précis dans le choix des mots, que subissent un certain nombre de professionnels intègres à l'intérieur de ce qui ressemble bien à une purge comme il en a existé dans de nombreux systèmes totalitaires, raison pour laquelle j'ai intitulé cet épisode « L'archipel du Covid ou le goulag sanitaire ». Il se trouve que pendant le printemps 2020, alors que j'étais en train d'ouvrir les yeux avec beaucoup de personnes sur l'horreur que nous étions en train de vivre, je relisais par ailleurs le livre splendide L'archipel du goulag de Solzhenitsyn, qui vraiment est un chef-d'œuvre de la littérature qui donne à voir, à sentir, à comprendre avec énormément d'esprit, d'humanité, de finesse et souvent d'humour tous les rouages d'un système totalitaire. Et on n'insistera jamais assez sur la manière dont le traitement, notamment des professionnels suspendus, a été une ignominie sans nom, condamné à une mort sociale, condamné à une absence de revenus, stigmatisé, insulté, dénoncé, persécuté, nous avons vécu un grand moment de honte et d'inhumanité à l'intérieur de ce qui est évidemment une dérive totalitaire. Et avec tous les sbires du système qui s'en sont donnés à cœur joie pour baver, pour vomir sur ces gens qui ne faisaient qu'écouter leur intégrité et se souvenir de ce qu'est la vraie science et la vraie éthique en santé. Alors par exemple, Mathias Wargon, très triste cire dans une tribune au Monde, qui osait écrire « Pourquoi réintégrer des soignants qui ont rompu avec les obligations de notre profession ? Non, livrer son corps à une expérimentation médicale contrainte et forcée, ça n'est pas rompre avec l'obligation d'une profession. Pourquoi continuait-il faire revenir à l'hôpital ceux qui pensent que la médecine est un vaste complot et que leurs collègues sont ces moutons ? Non, ces gens se souvenaient de ce qu'est une expérimentation médicale, de ce qu'est la vraie science. En fait, ils étaient loyaux à ce qui existait avant la dérive du Covid, et Mathias Wargon ne faisait dans cette tribune qu'énoncer le nouveau catéchisme totalitaire, la nouvelle dogmatique avec bien sûr la persécution des hérétiques et l'équivalent de l'Inquisition, mais qui dans les faits a été à bien des égards beaucoup moins violente que ce qu'on a vu, avec lui-même dans le rôle du grand inquisiteur. Alors même que la population très largement était favorable à la réintégration des soignants non vaccinés. De nouveau, ces soignants n'ont fait que faire usage de leur droit le plus strict de décider de ce que l'on inflige ou non à leur corps, et ceci sans faire courir le moindre risque supplémentaire aux patients. Donc la mesure était totalement absurde, mais de nouveau portée par des propos absolument dégueulasses, et je pèse à nouveau mes mots, comme ceux du professeur Philippe Juvin, un multirécidiviste de l'inconduite, de la bassesse, de la complicité envers la corruption la plus crasse, qui lui avait même énoncé réintégrer les soignants qui pensent que le vaccin est inefficace dans nos services hospitaliers. C'est un peu comme si un directeur d'observatoire spatial acceptait dans son équipe quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Rappelons au passage que le même Philippe Juvin s'était extasié sur l'étude du LancetGate, qui était une pure escroquerie, une pure fraude, et il s'était précipité sur les plateaux télévisés pour dire que même si l'étude n'était pas parfaite, elle restait malgré tout de très bonne facture. Donc voilà malheureusement le genre de traitement, on s'en souvient, auquel toute une population de professionnels intègres, sensés et respectables, a été soumise. Lorsque l'abrogation de l'obligation vaccinale a enfin été acquise, Amin Umlil, grande figure de la résistance éthique à la dérive totalitaire, a rappelé que l'obligation en question avait été instaurée par une loi non soumise au contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, c'est-à-dire sa conformité aux traités internationaux et aux droits européens, une loi, rappelait-il, qui a éjecté plusieurs personnes hors de l'espèce humaine, et toujours avec cette banalité du mal, mais qui va même plus loin, c'est-à-dire cette jouissance de traîner dans la boue des gens intègres,
dont malheureusement certains journaux satiriques comme le Canard enchaîné et Charlie Hebdo se sont fait les porte-lances en cette occasion, et avec des dessins navrants comme celui-ci. « Désolé, mais nous avons dû réintégrer cet aide-soignant qui refuse d'être vacciné, mais vous guérira avec sa médecine tribale naturelle. L'aide-soignant en question croit à la terre plate, il est probablement d'extrême droite et antisémite. » Enfin voilà l'ignominie, l'abjection à laquelle nous avons été confrontés. Et ça n'a pas cessé, cela continue. Le docteur Denis Agrais, dont le tort est d'avoir soigné ses patients avec succès face au Covid, a été radié récemment par l'Ordre des médecins et le Conseil d'État a entériné la décision. Donc la radiation est effective et il souligne, ce n'est pas sans intérêt, que le conseiller d'État qui a entériné la sentence de radiation a des conflits d'intérêts avec Pfizer et GSK. Ce qui, évidemment, dans un système normal, devrait rendre cette décision nulle et non avenue, mais dans la dérive totalitaire en cours, dans le nouveau bloc soviétique ou nazi, parce que finalement ça se ressemble énormément, que constituent la France et l'Europe, ce genre de considération ne veut plus rien dire. Tout récemment encore, l'ex-ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudot a été condamnée pour ses liens avec l'industrie pharmaceutique qu'elle avait échoué à rendre de manière transparente dans des déclarations auxquelles elle était soumise, et Xavier Azalbert de France Soir relève que sa condamnation est bien faible malgré tout comparée à ce qu'elle a fait subir à Amine Umlil, qui n'avait fait que son travail en conscience, alors qu'elle-même ne pouvait ignorer qu'elle trahissait la confiance des Français. Ce deux poids, deux mesures, actuellement systématique, devrait être plus durement sanctionné par une suspension de l'ordre, une personne détentrice de l'autorité publique ou à des fonctions de décideur ne peut pas ne pas savoir. Enfin, ne peut pas ne pas savoir dans un monde normal, dans un monde juste. Rappelons bien sûr que Amine Umlil avait été auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire où il avait rappelé que l'essai clinique du vaccin Pfizer n'apportait aucune preuve de protection contre les formes graves ni contre la transmission, qu'il s'agissait bel et bien d'un pari biologique, la population n'ayant pas été informée de façon claire qu'il s'agissait d'un essai clinique. Donc quelque chose de totalement irrecevable, illégal, inacceptable, mais qui a servi à déclencher la persécution à laquelle nous nous référons. Je vous ai également entretenu de l'autre persécution en prison que subit maître Rainer Fulmich, arrêté de manière illégale, extradé de manière illégale, c'était même pas une extradition, c'était un enlèvement, c'était un kidnapping par des policiers allemands, depuis incarcéré pour une cause qui ne tient pas la route et dans des conditions de détention particulièrement violentes, brutales mais aussi humiliantes. Et je rends évidemment hommage à BAM News et à Kerstin Heusinger qui ont produit récemment un article édifiant sur à quoi il est soumis. Et on voit vraiment cette intention de détruire les gens, de les pousser à bout par un harcèlement systématique, continu, mais également progressif dans son intensité. Et oui, cela tue. Récemment, nous avons appris que le docteur Jackie Stone, qui avait mis sur pied un protocole de traitement du Covid pour le plus grand bénéfice de ses patients, a été poussé au suicide par, là encore, un harcèlement de la part d'autorités médicales, notamment un médecin britannique qui travaillait pour le Wellcome Trust, qui est donc cette ONG mafieuse financée par l'État profond qui est de tous les mauvais coups en santé pandémique, ainsi que par l'école d'hygiène de Londres et de médecine tropicale. Elle a subi plus de 27 procédures en justice parce qu'elle avait eu le tort de soigner les gens avec un traitement qui marchait. Et finalement, sa licence médicale, son droit de pratique au Zimbabwe où elle résidait, lui, a été retiré. Et elle a fini par mettre fin à ses jours. Dr. Jackie Stone était membre fondateur du Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, dont j'ai traduit énormément de textes au printemps 2020. Et vous voyez l'hommage ému que lui ont rendu ses collègues, et en particulier une femme médecin, Kathleen Lay, qui a écrit tout un livre sur la réalité du calvaire que cette femme a vécu. Et bien sûr, il faut à nouveau comprendre, sans la moindre illusion, que les persécutions actuellement mises en œuvre ont pour but de nous pousser à bout.
Et nous nous devons à nous-mêmes de nous soutenir les uns les autres, de nous rassembler, de faire communauté pour tenir le choc de la persécution et du harcèlement continu profondément pervers de la part de ceux qui nous infligent, en nous souvenant que cela avait été prophétisé de longue date par quelques artistes sagaces, dont George Orwell, dont je vous laisse réécouter un court extrait de sa toute dernière interview. Il était déjà mourant après des années de souffrance due à la tuberculose, et voilà ce qu'il a laissé comme dernier message. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face. Forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. Et ce qui est évidemment terrible dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que nous subissons impuissants tout cela, mais sans avoir de moyens de dissuasion. Parce qu'en fait, face à des gens qui sont dans une telle dérive de pouvoir excessif, totalitaire, abusif, nocif, la seule manière de les arrêter, c'est de leur faire peur. D'où d'ailleurs la dernière proposition de l'avocat Juan Branco dans son livre « Comment construire une guillotine » où il suggère aux citoyens de construire une guillotine dans leur jardin. Alors il dit non pas pour répéter les horreurs du passé, notamment de la terreur, mais pour signifier à ceux qui sont en charge actuellement qu'ils n'en sortiront pas sans devoir rendre des comptes et subir les sanctions des comportements détestables et criminels auxquels ils se livrent. En ce qui me concerne, la Révolution française me fait tellement horreur dans ce qu'elle a été que je reste convaincu que ça n'est pas la bonne référence symbolique à brandir, mais toujours est-il que nous devons tôt ou tard parvenir à faire peur à ceux qui sont aux commandes, encore que l'effondrement de l'Occident est en cours, leur mensonge ne va pas pouvoir durer indéfiniment, donc nous n'avons pas non plus à nous agiter comme des damnés pour provoquer quelque chose qui va de toute manière se produire tôt ou tard. J'ai eu l'honneur récemment d'être invité à m'exprimer dans le cadre du congrès annuel de l'EMSIB. L'EMSIB, c'est une organisation de médecins vertueux et dissidents fondée en 2016, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Le thème du congrès cette année portait sur le sujet de l'éthique, ce qu'il en reste, mais aussi ce dont on se souvient et ce qu'il s'agira de restaurer une fois que nous aurons retiré le pouvoir aux crapules qui le détiennent actuellement. Et puis, il y a eu, lors de ce congrès, une intervention du docteur Vincent Reliquet, qui est docteur en médecine, ancien urgentiste en pratique privée, remarquable médecin comme on les aime, capable de se remettre en question, prêt à mettre tout un éventail thérapeutique au service de ses patients, et qui est l'objet précisément d'une persécution administrative. Donc la persécution, elle peut prendre beaucoup de formes. Elle peut être d'être incarcéré et humilié, elle peut être d'être déchu de son statut social, privé de sa profession, mais elle peut aussi passer par des biais et des ressorts administratifs, fiscaux, et bien sûr relevant d'un ordre professionnel comme celui des médecins qui n'est plus qu'une entreprise mafieuse. Et donc le docteur Reliquet a fait un témoignage passionnant. Je le remercie de m'avoir autorisé à le reproduire ici et le partager avec les spectateurs de ma web TV, parce que vous verrez, il s'appelle « Itinéraire d'un lanceur d'alerte » et on apprend un sacré nombre de choses. Sachez encore que le docteur Reliquet est l'auteur d'un grand nombre de livres, de documents et de brochures sur des questions de santé. Son dernier livre, Les pouvoirs de l'iode,
paru aux éditions Guy Trédaniel, est tout à fait passionnant. Mais sans autre formalité, je lui cède la parole pour qu'il nous raconte ce qui lui est arrivé et ce qui est en train de lui arriver, que cela ne tombe pas dans l'oreille de sourd et que cela stimule toujours notre motivation à résister, à nous entraider, à nous soutenir les uns les autres, à faire communauté entre gens de bonne volonté et de bonne foi, et à maintenir intacte notre combativité à travers les temps encore sombres qui s'annoncent. Voilà, ce que je voudrais partager avec vous m'a posé un cas de conscience, il faut pas se leurrer. Je me suis quand même demandé si j'avais intérêt ou même le droit de venir me plaindre du traitement qu'on me réserve actuellement, alors que réellement le problème il est bien différent. Le problème il se situe au niveau des patients qui n'ont pas leur traitement, les patients qui n'ont pas leurs soins. Ceux-là ont vraiment le droit de se plaindre. Bon, moi ça fait partie normalement de ce que j'aurais dû attendre dès le départ, c'est-à-dire un traitement évidemment d'abord être repéré très vite et puis sanctionné. Alors moi ce que je voudrais vous montrer c'est déjà un premier élément qu'on avait repéré avant l'ouverture de l'EMSIB. C'est-à-dire en 2015, avec Michel Delorgeril, parce qu'il faut le citer, c'est quand même lui qui était à l'origine de l'EMSIB. On s'était arrêté sur cette phrase qui est quand même extraordinaire. C'était l'époque où, 2012, le Conseil national de l'ordre des médecins avait écrit qu'on ne pouvait que constater la priorité accordée aux exigences des industriels du médicament et du matériel médical. C'est-à-dire qu'en 2012, on avait ça qui apparaissait au Conseil national de l'ordre des médecins français. Alors maintenant, je vais vous lire tout de suite. Cette phrase, elle a disparu du site du Conseil national de l'ordre. Cette phrase, vous ne la retrouverez plus jamais. Nous, on l'a utilisée plusieurs fois. Pourquoi je vous en parle? Parce que quand on a ouvert l'EMSIB, on s'est dit, si ça se trouve, on va être bien vu par le Conseil de l'ordre. Parce que comme on va leur rapporter des dossiers clés en main où ils n'auront plus qu'à sanctionner les médecins qui auront failli, qui se seront dévoyés, etc. Ce sera pour eux, ce sera simple. Et on pourra nettoyer la profession plus rapidement. Il s'est passé, évidemment, exactement le contraire. Donc déjà, quand cette mention a disparu, on a été inquiet. Il faut savoir que très vite, nous, on a attaqué bille en tête dès le départ. On a commencé par travailler sur le cholestérol, en démontrant évidemment que le délire sur les statines n'intéressait en fait que les industriels, et que quand on prenait sérieusement les études indépendantes qui nous donnaient la mortalité comparée chez un sujet sous statine et la mortalité de quelqu'un qui n'en prend pas, les mortalités ne sont pas favorables aux statines. Je dis bien pas favorables, parce que même certaines études nous démontraient que les gens mouraient plus. Bon, donc il faut quand même le savoir. Donc on a attaqué bille en tête. Professeur Martine Gillard, dès le départ, nous a dit les statines c'est formidable, elle venait d'être élue à la Société française de cardiologie. Donc nous on a mis les premiers coups de feu. Ça n'a pas loupé. Delorgeril a été attaqué tout de suite par son conseil du Rhône-Alpes en disciplinaire pour contester la thèse du cholestérol. Donc à l'époque, on est parti évidemment avec Jean-Marc Réby, médecin de l'EMSIB, et moi, on est allé défendre Michel à Lyon, déjà à l'époque. Donc il y a eu ça. Il y a eu ensuite, on a écrit un livre, un article à 7 mains. On était allé chercher Michel Georget, Delorgeril, Anne Gourvès, il y avait Pierre Lance, qui est décédé, il y avait Serge Rader, décédé aussi, et à 7, avec évidemment Bernard Guenbeau, on a démontré que le vaccin DTP n'était pas un bon vaccin. C'était évidemment dangereux, on le savait. J'étais un des co-rédacteurs principaux et j'avais demandé à Michel Delorgeril de nous le signer en tant que chercheur le plus gradé. Bon, ce qu'il a fait, j'ai été convoqué par mon conseil de l'ordre, j'ai expliqué, j'ai argumenté ma position, et Michel, lui, il a été réattaqué. Donc on est retourné à Lyon. Ce coup-ci, je suis retourné à Lyon pour défendre Michel Delorgeril sur un article que j'avais écrit. Bon, enfin, bref. Bon. Voilà. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas mieux que ça. Ça a été le moment, probablement, qui a commencé à mettre
la puce à l'oreille de tout le monde. Un jour, un professeur de pédiatrie a écrit dans la revue du praticien, qui est quand même une revue qui est sérieuse pour les étudiants en médecine, puisque moi j'ai travaillé et j'ai appris la médecine sur la revue du Prat. Donc pour moi c'était quelque chose d'important. Et Joël Godelus, professeur de pédiatrie à Villemomble, avait écrit que le garde asile n'avait pas d'effet indésirable, que les seuls effets indésirables c'était vaguement le malaise vagal et qu'il fallait rien craindre. Donc là-dessus, nous, on a dit, c'est pas possible, on peut pas tolérer ça, surtout que quand on regarde sur la fiche transparence santé, on s'aperçoit qu'il a touché de l'argent des firmes qui fabriquent ou qui commercialisent le vaccin. Donc c'est intolérable. On a porté plainte contre lui. Donc je suis allé porter la plainte à Villemomble. L'histoire a été absolument mais hallucinante. Je vous propose d'aller lire cette histoire sur le site. Hein. Ça date de 2019. Il y a 2 articles, c'est absolument incroyable. Et à la fin, on apprend sur Facebook que Godelus était blanchi de toutes les accusations, et on l'a appris 15 jours avant que le Conseil de l'Ordre se réunisse pour statuer. Et pourtant, un pédiatre, Vielle-Sage, d'Aix-en-Provence, avait déjà écrit que on est rassuré, il est blanchi. Alors que normalement, ça n'aurait jamais dû être connu avant au moins l'instance de jugement. Bref, donc là, ça a commencé à pas bien se passer. Et puis alors, dans la même année, j'ai pris une première plainte. Sur une plainte complètement incroyable, puisque j'ai été attaqué avec 5 autres médecins qui faisaient de l'hydrotomie. Mais moi, j'étais même plus dans cette association, puisque moi, je défendais un système où on ne devait utiliser que des sérums marins et ne pas mettre de médicaments. Donc, je réduisais exprès les indications de ma technique à la hernie discale et à l'arthrose. Et moi, je voulais pas entendre parler de mettre des produits bizarres qui, soi-disant, faisaient repousser les cheveux, etc. Donc, j'avais quitté cette association. Et moi, je me retrouve avec tous les autres, donc on est 50, dans la plainte. Et je dois dire que j'ai pas été très inquiet, parce que je me suis dit que j'avais absolument rien à craindre, puisque j'étais assuré pour ça. Le Conseil de l'Ordre savait que je faisais de l'hydrotomie percutanée, et mon directeur de sécurité sociale aussi. Donc j'étais pas très inquiet, mais quand même plainte. Là-dessus, alors ça, à mon avis, ça m'a coûté cher. C'est l'article de 2020 où j'ai demandé à un président de départemental de Conseil de l'Ordre s'il n'y aurait pas des implications médico-légales à ce que les médecins se mettent à vacciner à tour de bras tout le monde avec des vaccins Covid, alors qu'il n'y avait alors je vous rappelle la date, regardez bien parce que c'est important, 6 décembre 2020, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché européenne. Il n'y a pas de données indépendantes sur le rapport bénéfice sur risque du vaccin Comirnaty. Donc on se retrouve face à un truc qui est un truc de firme où on a vu qu'il y avait énormément de problèmes techniques sur l'analyse. Donc on a très bien compris qu'en fait cette analyse ne pouvait pas être utilisée en tant que médecin indépendant pour déclencher une vaccination mondiale. Et donc j'ai posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de charlatanisme et un problème d'utilisation de produits non complètement éprouvés? Et là, les réponses ont été absolument incroyables. La première réponse, politiquement, alors moi déjà je lui dis, je suis sûr qu'ils vont essayer de vacciner les soignants obligatoirement. Et, 2020, vous voyez, j'avais senti le coup venir. Et lui me répond, mais non, ça arrivera jamais, cette mesure serait contre-productive. Vous voyez. Donc lui m'a déjà dit que ça arriverait jamais, et 2 ans plus tard, on courait après les blouses blanches. Hein. Et puis alors, il me réécrit, et il me dit là-dessus, tout citoyen est libre de refuser les soins qui lui sont proposés. Il faut vous souvenir, en 2020, on vous proposait simplement de vous laisser chez vous, peut-être même plus de prendre le train ni le métro, plus de passer au restaurant, terminer les aéroports, plus le droit d'aller dans certaines heures, aller dans les supermarchés. Il était question que ce soit contingenté. Bon. Et puis alors, regardez la fin. Il m'écrit quand même, si le vaccin est récent et que le recul est bref. Il y a 0 vaccin de distribuer en Europe, et on me dit que le recul est bref. Alors donc je réponds, mais je réponds courtoisement, mais je réponds. Et là, les ennuis ont commencé. Bon,
Alors, je prends un blâme. Je prends un blâme pour exactement la raison pour laquelle on m'a attaqué. C'est ce que Jean-Dominique connaît très bien, c'est l'inversion accusatoire. J'arrive en disant j'ai peur qu'il y ait un problème de charlatanisme avec ce vaccin, et on me répond. Alors, dans cette plainte-là, j'ai pris pour atteinte au respect de la vie et de la dignité de la personne. Fallait y penser. Principe de moralité, de probité, j'ai quand même été retoqué là-dessus. Et puis évidemment, concours apporté à la protection de la santé, parce que j'ai mis en doute une directive gouvernementale. Mais moi, je suis pas agent de l'État, moi. Je suis un médecin libéral. Je fais exactement ce que je veux. J'ai le droit de parler. Bon, en contestant les mesures gouvernementales, s'inscrit en contradiction avec la politique sanitaire. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord, on vous sanctionne. Alors que dans une démocratie, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et puis on s'argumente jusqu'à ce que éventuellement un camp a épuisé ses arguments. Mais pourquoi est-ce qu'on sanctionne celui qui n'est pas d'accord? Donc c'est absolument totalement hallucinant. Et puis alors à la fin, ça recommence. Emprunt de complotisme. Tout ça parce que je dis le vaccin n'est pas documenté, on n'a pas de preuves scientifiques. Alors moi, je suis médecin généraliste, c'est pas moi qui vais déclarer qu'une preuve est recevable, mais moi, quand je reçois 25 ou 30 articles par semaine, à cette époque-là, c'était le rythme, et que tout le monde me dit, on n'a rien à publier, on n'a rien à garder, on ne peut rien faire avec ce qu'on nous a donné, tout est faux, tout est bidon, on ne peut pas démarrer une campagne de vaccination mondiale avec ce qu'on nous donne, eh bien, je suis un complotiste. Bon, donc j'ai pris un blâme. Voilà. Alors, j'ai pris un blâme que j'ai évidemment... Alors, blâme, ça veut dire que moi, déjà, comme je suis médecin agréé, que je travaille sur les agents de l'État, je perdais tous mes contrats avec les villes, les hôpitaux. Je perdais 60% de mon chiffre simplement sur toutes les expertises que je pouvais plus faire. Donc, déjà, j'ai évidemment interjeté appel. Et c'est suspensif. J'attends toujours d'être jugé. Et puis arrive le jugement pour l'hydrotomie. Je prends 3 ans d'interdiction d'exercice, alors que les 50 autres ont pris entre 0, rien du tout, et un avertissement. Et on en sort un qui ne fait pas partie de l'association et qui prend 3 ans. Bon. C'est pas tout, parce que mon dossier ensuite est repassé au fisc, où là, ils ont décidé que puisque je faisais de l'hydrotomie percutanée, ce qui se fait depuis 1907 à Paris, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé. 1907, on a les écrits. Eh bien, ils ont considéré que j'étais un charlatan, que le charlatan, c'est un peu comme la péripatéticienne ou le diseur de bonne aventure, il doit déclarer sa TVA en tant que généraliste. Et donc, ils sont remontés sur 2 ans et ont dit, vous nous devez 2 ans de TVA. Bon, c'est pas dur, c'est 102 000. Voilà. Alors donc, j'ai pris 102 000 euros d'amende. Alors évidemment, là, je suis tout seul. Je suis charlatan. J'ai plus d'aide de personne. Je peux plus dire à l'EMSIB, aidez-moi à participer à mes frais d'avocat. C'est mort. Puisque je suis tout seul, isolé, c'est le but. Je ne peux plus avoir le concours de personne puisque je suis seul face à ce qui se fait de pire, une accusation de charlatanisme. Alors, c'est pas fini, hein. Oui, on voulait, mais on pouvait pas. Alors, là-dessus, je prends finalement des avocats qui m'expliquent que la qualification de charlatanisme qui vaut la TVA, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je suis médecin avec un diplôme de docteur en médecine et que je fais des soins curatifs. Donc, il n'y a pas de discussion. La TVA ne s'applique jamais sur des médecins qui font des soins et en tant que médecin. Et mes avocats ont même trouvé un gars qui est médecin, magnétiseur, et pour lequel il y avait eu un souci. Et le magnétiseur, on lui a jamais demandé sa TVA. Voilà. Donc, vous voyez, on a imaginé une règle de droit pour me punir d'avoir orchestré la sédition de très nombreux chercheurs, mathématiciens, auteurs, médecins qui ont publié pendant 4 ans les 4 ans du Covid. Alors c'est pas tout, parce que maintenant, après être passé au fisc, on m'a renvoyé à la sécurité sociale, où la sécurité sociale a dit mais alors puisque vous êtes un charlatan, nous on veut récupérer nos sous. Donc non seulement j'ai payé de la TVA sur des actes, que je vais aussi devoir rembourser. Alors là, c'est 1er octobre, j'attends entre 50 et 100 000 euros d'amende, parce qu'ils vont récupérer les sommes que j'ai touchées pour soigner et les médicaments que j'ai utilisés pour guérir mes patients. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là.
Si, encore une, normalement. Voilà. Quoi encore demain? Encore une fois, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si je suis un charlatan, si je suis un fraudeur, voleur, encore une fois, j'ai volé le fisc, mais j'ai volé la Sécu. Pourquoi est-ce que je ne suis pas déféré devant un tribunal authentique, face à des juges authentiques? La réponse, elle tombe d'elle-même. C'est qu'évidemment, devant un juge, avec un dossier aussi foireux et tout vide, les gars vont s'excuser et je vais repartir tranquille. Mais donc, il faut me garder sous la main des uns, des autres, etc. Et puis me découper en tranches, Sécu d'un côté, impôts, Conseil de l'ordre, voilà. Donc J'attends donc ma condamnation au niveau de la Sécu, elle sera financière. J'attends les 2 condamnations ordinales, dont l'une, faut pas se leurrer, quand on prend 3 ans d'interdiction d'exercice, on sort pas avec rien. Donc je vais être obligé de quitter la France, évidemment, puisque je ne peux plus travailler. J'ai que 60 ans, j'ai encore 7 ans à travailler. Donc voilà la machine qui broie toujours plus, alors qui évidemment, me ruine. Donc qui m'empêche de m'installer correctement dans un pays étranger parce que j'ai plus d'argent. Donc vous voyez, voilà. Et on peut pas faire une cagnotte en disant reliquat, on va l'aider parce que c'est interdit. Hein. Et puis la MSIP peut pas m'aider parce que l'MSIP c'est pas son objet social. Donc voilà, on est dans une machine qui marche bien, qui est assez bien huilée et qui pose des problèmes insurmontables aux uns comme aux autres. Mais vous voyez bien, avec tout ce qu'on a vu déjà depuis ce matin, chaque lanceur d'alerte a son traitement personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ils ont tous reçu la même chose. Non, ils ont tous été traités différemment. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'amalgame, vraiment. Voilà. Et alors moi j'attends, encore une fois, quoi encore demain? Moi je ne suis pas du tout certain que les emmerdements sont finis. J'attends qu'on monte un dossier complètement débile, foireux contre moi, un truc pervers, dégueulasse, qui sera éventuellement une histoire de droit commun, un truc de mœurs, immonde, n'importe quoi, puisque ça marche, et puis parce que c'est surtout souvent fait. C'est pour ça que je n'ai plus de réseaux sociaux, je ne suis plus sur Facebook, tout ça. Je me méfie de tout. Je me méfie de ce qui pourrait être imaginé pour me mettre définitivement hors jeu, mais je suis un microbe dans la galaxie de la sédition. Il y a des gens que vous entendrez cet après-midi, des orateurs qu'on a invités qui sont là et qui sont autrement plus menacés parce qu'ils sont autrement plus dangereux que moi. Mais moi, à mon petit niveau de rédacteur en chef, j'ai quand même droit à tout ça. Ça vous montre à quel point ils ont l'impression quand même qu'ils sont menacés et que même si l'association fait 1000 membres, eh ben, cette association-là, elle pourrait quand même être dangereuse. Donc si on pouvait les têter, voilà. Donc on ne se laisse pas faire, évidemment. Hein. Si je vous parle de tout ça, ça va être repassé sur les réseaux, etc. Mais c'est pour dire que je ne m'arrête pas de travailler. Évidemment, je reste à mon poste de rédacteur en chef. Je redemande à ce qu'on me reconfie l'année prochaine 1 an d'exercice parce que je veux continuer à aider à ce que la vérité se circule avec le peu de moyens qu'on a. Voilà, je vous remercie.